Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les vraies voix, après une pérégrination toulousaine. Oui. Bonsoir Cécile de Ménibus. Bonsoir Philippe. Pérégrination, ça vous va? Ça fait un peu pénage. C'est joli, c'est joli. Plus C'est un lourde mot que compliqué, ça me Toulouse. va. Cette promenade toulousaine Ouais, c'était au très bien. CEPEM, c'était très bien, le salon de l'industrie du Sud-Ouest avec beaucoup de belles entreprises d'ailleurs qu'on salue, et vous pouvez y aller si vous êtes dans le Sud-Ouest puisque ça se termine demain soir. Absolument, avec un Philippe Bilger qui était avec nous. C'était bien, Philippe. Ravi. Oh, il était bien, Philippe. Oh, il est J'ai même dit, sincèrement, on m'a demandé si l'industrie me passionnait. J'ai dit en soi non, mais vous l'aviez rendu très intéressant. Ah ben voilà, ça c'est gentil. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est mercredi, 0826 300 300 avec une belle équipe encore autour de cette table. Et on démarre le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Il faut faire évoluer notre arsenal juridique, estime le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, après le meurtre de Philippine retrouvé enterré dans le bois de Boulogne. Ce Marocain de 22 ans, condamné pour viol, avait été libéré à la faveur d'une remise de peine alors qu'il était sous OQTF, mais inexpulsable, faute de laissez-passer consulaire de la part du Maroc. Alors parlons vrai, la question qui fâche et que nombre de personnes posent à justice est-elle laxiste? Est-ce que les OQTF sont exécutables tant elles sont peu exécutées? Et à cette question, la justice est-elle dans le déni? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Romain Boulet, coprésident de l'association des avocats spécialistes, pénalistes, sera avec nous. Le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Ce suspect de nationalité marocaine avait été retrouvé, en tout cas en Suisse. Il avait pu passer la frontière après les faits. Récemment, l'Allemagne a décidé de rétablir les contrôles aux frontières quand le Royaume-Uni va remettre en vigueur un visa pour accéder à son territoire, y compris les pays européens. Alors parlons vrai, faut-il revenir sur l'accord de Schengen? Faut-il contrôler également plus strictement les frontières de l'Europe? Et à cette question, les contrôles aux frontières pourraient-ils être un filtre pour lutter contre la délinquance? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Aude attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Des sujets qui vont passionner Philippe Bilger. Ah, bien sûr, ils vont beaucoup m'intéresser. J'espère que Proche du micro. j'aurai l'accord de François sur ça, ma... Ouais. Comme ça, je saurai que j'ai raison. Voilà. Françoise Degois est avec nous. Oui, et vous savez qu'il a tous les 3 mois, il a une nouvelle passion, Philippe Bilger. Alors c'était à table pendant des mois et des mois. Maintenant, c'est Bruno Retailleau. Mais Je vous l'ai aurez... toujours eu. C'est qui l'a dit? Il avait Retailleau, Marleix et Ciotti. J'ai toujours Retailleau. Et Attal, je continue à l'apprécier, ma chère Françoise. Très Mais bien. il n'est pas parfait. Mais dans le milieu politique français, il est un des moins médiocres. C'est D'accord. clair. Excusez-moi, à part vous qui est parfait. Moi, Ouais, c'est vrai, j'attends vos, je blague pas. En plus, j'attends votre explication sur Philippine, ce que vous allez vouloir en dire. c'est tout à on l'heure. verra, on verra. Ça va, Sébastien Ménard, patron dans la food tech. J'ai retrouvé Françoise Degois. Oui, et c'est vous qui avez demandé à la Et retrouver. je vais pouvoir lui mettre des cas. C'est vous qui demandez en plus. Vous avez vu un psy? Philippe, absolument pas. Je remarquais que sur ce plateau, c'était particulièrement déséquilibré depuis mon absence. Mon Dieu, ce qu'il faut pas entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de macronistes, Oh en fait. là C'est là ça là le là sujet. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça votre sujet, en fait. C'est que Et c'est quand déséquilibré on pour les pense- macronistes. Quand on pense qu'ils sont payés pour dire ça. Enfin, vous n'êtes pas payé, hein, sachez-le. Nos salaires sont supprimés. Vous êtes encore pas Bilger parce que c'est le chouchou, mais bon. Ah Ah bah non, oui, mais mais il est vous même devez augmenté. gagner beaucoup plus que moi. François. Les femmes de gauche, on les garde, on les Voilà. T'as raison. On va comparer à la fin du mois, on rigolera. Allez, Qu'est-ce qu'il est notre méchant. auditeur du jour, Thomas du Val-d'Ec. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir les vraies voix, bonsoir à ma préférée Françoise. Merci Thomas. Alors ça me fait du bien, c'est vraiment vraiment une bouffée d'oxygène dans cet enfer hebdomadaire. Enfin quelqu'un qui dit ma préférée. Françoise, j'étais à deux doigts de dire mère Thomas, je pensais qu'il allait dire moi, mais en fait, Non, j'ai vu de la déception dans vos yeux, merci, Cécile de Thomas. Ménibus. je vais chialer toute la journée. Non mais Thomas, Thomas, vous laissez pas impressionner. Vous laissez pas impressionner Thomas, les ministres, selon vous, sans expérience nouvellement nommés ou des recasés, c'est ce que vous dites? Ouais, il y en a assez, toutes ces histoires de ministres là, qui sont nouvellement nommés, qui sont recasés et qui n'ont aucune expérience dans leur domaine, ou alors ceux à qui on propose quelque chose et qui refusent parce que ça serait pas bien pour leurs prochaines élections. C'est un scandale, tout simplement. Madame Gentel à l'Éducation nationale qui n'a aucune expérience dans ce domaine, Madame Geneva
culture qui, elle, se serait mis un sentier d'éducation comme si elle était au supermarché, qu'elle pouvait choisir ses fruits et légumes. Monsieur Avérou qui fait son lobbying pour sa ville, pour les JO, mais qui n'a aucune expérience dans les sports, la jeunesse et la vie associative. Et j'en passe, c'est un scandale. Vraiment, c'est honteux et ça ne peut pas marcher dans notre pays. Tant que ça sera comme ça ne fonctionnera pas. Philippe. Ces gens sont peut-être très, très expérimentés politiquement, mais ils n'ont aucune expertise nulle part dans leur domaine et ça ne fonctionnera jamais. Philippe Bilger. Alors, il y a en effet, la question se pose rapidement. Est-ce qu'il faut choisir des ministres totalement compétents au regard de la fonction qu'il leur a donnée? Ou est-ce qu'il faut choisir des politiques qui ont une certaine distance? C'est une question que je pose. Françoise Degois. Sébastien Trécourt. Très court, oui. Moi, je pense en fait que c'est le dernier train pour avoir aussi une carte. Vous voyez très bien que le jeune Antoine Armand, déjà, ça fait une minute qu'il est là, paf, déjà une boulette. Donc, il est peut-être très fortiche en compte public, et encore, ça reste à voir, parce qu'entre l'inspection générale des finances et Bercy, il y a un monde. Voilà. Je suis assez d'accord, en fait. Sébastien Ménard. Moi, ça fait longtemps que je suis d'accord avec ça. Je pense que ça manque d'expertise, ça manque d'expérience, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas ce gouvernement. C'est sous la Ve République, ça a souvent été ça. Dégradations avec ton ami. Je vais aller un petit peu plus loin. Ça manque d'expertise, ça manque d'expérience et ça manque de talent. Allez, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir. Oui, en tout cas, enfin, On est là. Juste au qui c'est qui l'a dit. Dites-moi. Attention. Vous avez vu, ça commence. Méchante. Ils sont fous, c'est pour ça qu'on les aime. Tu sais qu'on fait l'émission uniquement pour c'est qui l'a dit. J'espère que tout le monde est bien au courant. Hein, et moi donc. On peut peut-être le dire tout de suite. Philippe Bilger, parce qu'au moins il est sérieux. Le duel entre l'intérieur et la plate-vente n'est pas inévitable. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. On est ravis de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 19h. Changer. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci en tout cas de nous écouter tous les jours dans cette belle maison de Sud Radio. Vous êtes ici chez vous, bien entendu. Vous poussez la porte, le 0826 300 300. Et quand vous avez envie de discuter, de débattre, Aude vous attend pour vous accueillir, bien entendu. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Félix, bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Tout le monde. De quoi parle-t-on? On va parler de ce coup de téléphone Barnier-Le Pen qui suscite beaucoup de commentaires. On va parler aussi de la situation qui dégénère entre le Hezbollah et Israël et puis d'un énorme silure à tirer avec de la charcuterie. Bon appétit. En 3 mots, ça donne donc téléphone, embrasement et silure. Avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, Philippe David et tout de suite le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et pour vous, monsieur le procureur, la guerre entre Beauvau et le garde des Sceaux n'est pas inéluctable. Non, malgré les apparences et bien sûr l'histoire politique de la France qui démontre que entre Beauvau et la place Vendôme, entre l'intérieur et la justice, il y a en général des affrontements éclatants ou feutrés, je continue à penser que dans le duo d'aujourd'hui entre Bruno Retailleau et Didier Migaud, malgré le début qui relève de la convention, on peut espérer demain une entente qui changera par rapport à l'histoire politique. Il n'y a aucune raison pour qu'une intelligence et une sensibilité de droite courageuse ne s'accordent pas avec une vision de gauche responsable et lucide. Les grands affrontements, le plus spectaculaire aura été probablement les policiers et les gendarmes qui manifestent sous les fenêtres de Robert Badinter. Et d'ailleurs, 83, et François Mitterrand avait fait limoger immédiatement le patron de la police parce que c'est impossible de faire ça. Donc je suis d'accord avec vous sur soir. Moi, je ne crois pas que ça se passer comme vous le dites. Je sais que c'est un peu pieux, c'est presque irénique en réalité, ce que vous évoquez ce soir, parce que la réalité, c'est que Didier Migaud, si ça avait été une posture, il l'aurait fait une fois dans le journal de 20h en disant il y a un état de droit en France. Mais il l'a refait hier, évidemment, en disant attention, je vois les coups de menton de Bruno Retailleau, je vois sa détermination aussi. Il y a un cadre dans ce pays. Il y a une règle. Regardez comment a terminé la loi immigration rédigée en grande partie par Bruno Retailleau. Elle a été censurée sur une dizaine ou une quinzaine d'articles. Donc on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on a décidé
avoir du résultat. Et je pense que, contrairement à ce que vous pensez, Didier Migaud, je le connais un peu, il est complètement psychorigide. C'est un type extrêmement raide bien comme sûr. La justice. Et vraiment, ça va bien. Bien. Voilà, vous verrez. Je crois pas que ça va marcher comme ça. Sébastien Ménard. Alors je pense aussi, comme Françoise, que ça va pas marcher comme ça, mais à un point de détail près. C'est qu'aujourd'hui, Retailleau n'est pas dans l'opposition président de groupe politique au Sénat. Il est ministre de l'Intérieur. Il est la star de ce gouvernement. Il est, à mon avis, plébiscité et suivi par au moins 2/3 des Français sur ce qu'il a pu dire, en tout cas sur ce qu'il a pu dire il y a quelques heures. Après, le vœu pieux caressé par Philippe Bilger qui consiste à dire on espère que tout le monde puisse s'entendre, surtout quelque part quand on regarde l'actualité chaude, extrêmement récente, oui, on a plutôt intérêt à espérer que le ministre de l'Intérieur soit en phase avec le garde des Sceaux, et j'ai même envie de dire, j'espère que le garde des Sceaux sera en phase avec le ministre de l'Intérieur. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu. Félix, téléphone, embrasement et silure. Les excuses téléphoniques de Michel Barnier à Marine Le Pen font grimacer la gauche. Le Premier ministre recadre son ministre de l'économie pour ses propos sur le RN hors de l'arc républicain. Tel Aviv, visé par le Hezbollah, le chef de l'armée israélienne dit à ses soldats de se préparer à une possible entrée au Liban. Le Liban, les autorités annoncent 51 morts et 223 blessés dans les frappes d'aujourd'hui. Et puis sur les bords du Rhône, les silures, c'est comme Philippe David, on peut les appâter avec des knackis et du saucisson. 2 pêcheurs viennent d'en faire l'expérience au sud de Lyon. Une belle prise tout de même de 2,10 m. Je parle du poisson. Ah oui. Les vraies voix Sud Radio. Se tenir par la barbichette, être contraint à l'entente en raison de compétitions communes, procédé mutuel selon la définition du Larousse. La gauche a vu rouge en apprenant le retour du téléphone rouge. C'est plus Moscou-Washington, c'est entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Le Premier ministre a appelé la leader du RN pour présenter ses excuses après les propos de son ministre de l'économie. Antoine Armand avait placé le Rassemblement national en dehors de l'arc républicain, sauf que le gouvernement ne tenant pas à grand-chose, on ne dit plus ces choses-là. Mais ces excuses téléphoniques tout de même de Michel Barnier, ça choque profondément l'ancien président de la République, François Hollande. Ça révèle ce que l'on sait déjà. Le gouvernement de M. Barnier dépend de Mme Le Pen. C'est Mme Le Pen qui a fait en sorte d'intervenir auprès du président de la République pour donner un quitus, un sauf-conduit à M. Barnier pour qu'il soit nommé. Et c'est Mme Le Pen qui fixe finalement la règle. Et d'appeler Mme Le Pen pour un ministre, je trouve que c'est finalement un aveu. Monsieur Barnier ne gouverne pas avec le Rassemblement national, mais il ne peut pas gouverner sans le Rassemblement national. François Hollande ce matin sur France Info, tandis que sur Sud Radio, le maire LR de Cannes, David Lisnard, justifie au contraire ses excuses téléphoniques de Michel Barnier. Le ministre de l'économie, j'ai entendu sa déclaration, il commence par dire quelque chose de très juste. Il lui dit, en parlant des députés, ils ont été élus, discuter avec eux, je vais les respecter. Parce qu'il s'appelle la démocratie, ce sont ses mots. Et puis 5 minutes après, il dit je ne vais pas parler avec le Rassemblement national. C'est intenable. Il y a des députés de partis qui sont autorisés. Cette déclaration, elle était contre-productive, absurde, inutilement provocatrice. Michel Barnier a eu raison de remettre les choses en ordre et puis qu'on arrête d'insulter 11 millions de personnes. Pardon, c'était avec Jean-Jacques Bourdin. Pardon. Voilà. L'erreur de Michel Barnier, c'est d'avoir téléphoné à Marine Le Pen. C'était inutile, il avait à recadrer le ministre, un point, c'est tout. Moi, je suis d'accord avec Philippe Bilger, et je pense, c'est contre-intuitif, mais ce que je comprends aussi, c'est que ça devient gênant pour Marine Le Pen, parce qu'à partir du moment où vous appelez Marine Le Pen et que vous faites des excuses et que vous recadrez, il suffit qu'en réalité, Marine Le Pen, elle est totalement, elle est partie prenante en fait de ce gouvernement, et qu'en réalité, elle est quasiment à ce gouvernement, ce qu'elle ne veut pas. Donc je pense vraiment que si on regarde du point de vue d'un moment donné, cette situation est compliquée pour Marine Le Pen parce que ça va devenir radioactif. Sébastien Ménard, on a l'impression que certains voudraient se faire censurer dès le budget. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, on est déjà sur une définition ridicule. L'arc républicain, moi j'ai fait partie de ceux qui, autour du président, pensaient que c'était une appellation ridicule. L'arc républicain, aujourd'hui, c'est le souhait des électeurs qui va, dès le moment où vous êtes un parti politique autorisé, de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous appartenez à l'arc républicain. C'est ça l'arc républicain. Voilà, en déplaise à quelques copains, c'est ça la réalité hémicycle, l'arc républicain. Après, il y a là les partis de coalition, avec lesquels
on est capable, on a envie ou pas, ou en tout cas, on va faire en sorte de pouvoir travailler. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand effectivement vous avez un ministre de la République fraîchement nommé qui dit que le Front National ou le Rassemblement National est en dehors de l'arc républicain, indépendant de l'appel maladroit avec le Premier ministre, est-ce que le Premier ministre a besoin de se justifier auprès de Marine Le Pen? Non, je ne le pense. Mais cette définition de l'arc républicain, elle est nulle et non avenue et elle ne veut rien dire. Allez, le deuxième mot, embrasement. Le chef de l'armée israélienne dit à ses soldats de se préparer à une possible entrée au Liban. Déclaration que pour la première fois le Hezbollah a tiré un missile à Tel Aviv, indique l'État hébreu. Des missiles du Hezbollah, un coup dans le ciel de Safed au nord d'Israël. Côté libanais, les autorités annoncent 51 morts dans les frappes israéliennes d'aujourd'hui. 51 morts et 223 blessés. Le ministre libanais de la Santé, l'armée israélienne annonce poursuivre ces bombardements de grande envergure au sud du Liban. Selon l'ONU, les frappes ont fait 90 000 nouveaux déplacés au Liban depuis lundi. Le Conseil de sécurité va se réunir en urgence pour discuter de la situation. Françoise de Goua ? Oui, j'entends ce qui est dit. Le Liban à Gaza est une erreur. Si l'armée israélienne rentre dans le Liban, ce sera la 3e fois. On ne dit assez que Israël absolument toutes les installations du Hezbollah parce que le Hezbollah a mis sous donc l'Iran ce pays. Si le Liban en est là, c'est parce que l'Iran a signé la création du Hezbollah en 83 et que le Hezbollah gère ce pays. Donc, à un moment donné, j'entends bien ce qu'on dit. Je comprends qu'on puisse se révolter parce que d'un seul coup, nous sommes en guerre. Se révoltent tous les jours les Israéliens qui vivent dans le Golan, qui vivent à Carmiel, dans le nord du pays, ramassent des roquettes tirées par le Hezbollah. À un moment donné, oui, c'est une guerre. Du cinéma, sur la guerre, ça sera la 3e fois que Israël rentre dans le... Arrêtons ce cinéma. On est en train... Israël veut démanteler ses ennemis mortels, le Hezbollah. On ferait mieux d'essayer de les aider parce que en les démantelant, ils nous aident, nous. Voilà ce que je veux dire. Sébastien Ménard. Moi, je voudrais applaudir à propos de Françoise de Goua qui, comme le sait, est à gauche et la posture, la position, la conviction profonde qui est la extrêmement courageuse et respectable. Alors, je ne vais pas dire ça tout au long de cette émission, mais je vais dire que bravo. 3e mot, silure, avec cette belle prise de 2 pêcheurs au sud de Lyon. Ils ont remonté du Rhône un silure de 2,10 m avec des knackis et du saucisson. Figurez-vous, c'est une histoire rapportée par Le Progrès. Alors on ne sait pas si la prochaine fois ils vont peut-être essayer. Ils vont remonter à Philippe David. Peut-être qu'ils pourraient essayer avec des petits, puisqu'on est dans les spécialités locales après tout. On va finir par les bouffer. Moi, je cherche les knackis et les saucissons et j'en reviens, Cécile. Mais oui, vous en avez forcément dans votre poche, regardez bien. Toujours des knackis avec vous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, le profil de l'homme arrêté pour le meurtre de Philippine, retrouvé enterré dans le bois de Boulogne, pose des questions quant à la gestion des OQTF en France, Philippe. Oui, alors parlons vrai. La justice est-elle laxiste OQTF tant elles sont peu exécutées? Et à cette question, la justice est-elle dans le déni? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir encore et toujours le 826 300 300. Et notre invité pour en parler, Romain Boulet est avec nous, coprésident de l'association des avocats pénalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question courte, réponse courte. Et s'il y a un dysfonctionnement dans ce dossier? Je crois qu'on essaie de donner des épaules un peu trop larges à la justice. En l'espèce, il ne me semble pas qu'il y ait eu des dysfonctionnements. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Bienvenue. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours, on est ravis de vous accueillir. C'est un bonheur avec Philippe David tous les jours du lundi au vendredi. Ouais. Ça va Philippe? Oh bah ça va très bien. Bon bah écoutez, et très puis bien. Ça va même plutôt bien un jour où il y a... Enfin vous voyez de qui je veux parler. C'est bizarre. Plutôt bon signe. C'est étonnant, vous avez un état de vie tellement élevé que vous m'englobez. Je vous remercie d'ailleurs. Voilà. Moi aussi d'ailleurs. Il pensait pas à vous, il pensait à moi. Non, il pensait à moi, tu penses bien. Je pensais à Sébastien Ménard. Oui, bien sûr. Tu parles, non, mais ici, il y a un ego surdimensionné. Ça, c'est le c'est ça, c'est pas de l'ego. On va vous remettre dans le caniveau, les deux. Si vous continuez, c'est pas possible. Dans le caniveau, vous nous avez sorti. Du côté de chez Modeste. Non mais c'est là où on s'est rencontrés, c'est pour ça que... Tant qu'on n'est pas dans le tout à l'ego. Bon, on y va les amis. Il fallait leur faire. Vous avez un humour. On rit quand on... Les enfants, la France...
vous attend avec Françoise Devoix. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Tao, marocain de 22 ans, avait été condamné à 7 ans de prison pour viol en 2021 et était depuis sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. On a malheureusement élaboré, depuis un certain nombre d'années en France, une sorte de droit à l'inexécution des peines. Le Maroc doit tester de sa nationalité avant l'expulsion. Problème, le Royaume ne répond pas. L'OQTF n'est donc pas exécuté comme dans 93% des cas. Je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Je vais me mobiliser, on va augmenter considérablement le taux d'exécution des OQTF. Il faut faire évoluer notre ars juridique, estime le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, après le meurtre de Philippines. Ce marin de 22 ans condamné pour viol avait été libéré à la faveur d'une remise de peine alors qu'il était sous OQTF, mais inexpulsable, faute de laisser-passer consulaire de part du Maroc. Alors parlons vrai, la justice est-elle laxiste? Est-ce que les OQTF sont exécutables tant ils sont peu exécutés? Et à cette question, la justice est-elle dans le déni? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Et avec nous, maître Romain Boulet, co-président de l'association des avocats pénalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je pense que l'exécution des peines est défaillante en France. Je pourrais non-chiffres qu'il démontre. Deuxième élément, je considère que dans cette affaire, je n'aurais pas été choqué si l'accusé, lorsqu'il est condamné pour la première fois pour viol, avait fait intégralement la peine qui avait été édictée. Mais pour le reste, j'estime que la justice n'a aucune responsabilité là-dedans, dans la mesure où, lorsqu'il est relâché, assigné à résidence par le JLD, celui-ci n'avait pas d'autre solution que de faire ça, parce que malheureusement le laissez consulaire marocain est arrivé 2 jours trop tard. On aurait pu éventuellement créer se renseigner, mais il n'empêche que sur ce plan là, la justice n'a pas. Alors on peut ensuite changer l'état de droit et rendre tout ça plus efficace, mais sur le plan qui concerne la question de Sud, je n'ai pas de reproche à faire à la justice. Françoise Devoix. Écoutez, je suis exactement dans la même position que Philippe Bilger. Je suis frappé de toute façon par le refus des laissez-passer consulaires. Donc ça sert à rien de tourner de menton. Bruno Retailleau m'insupporte autant que m'a insupporté Gérald Darmanin, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle, Nicolas Sarkozy, je vais Tarcher, c'était sur la... Malheureusement, il l'a pas fait. Mais il ne s'est rien passé jamais. Donc, moins de ton, moins de coups de menton, moins de com, moins de même dérapage. Arrêtons de taper sur la justice. Je le redis, c'est très dangereux de taper sur la justice. À tout bout de champ, j'écoute tous les leaders et tout ce qui m'insupporte de la droite à la droite extrême. C'est insupportable d'utiliser cette tragédie pour lancer des idées qui sont en plus fausses. Il y a un problème d'exécution des peines, mais le seul travail à faire, c'est, dont parlait Cécile sur le laissez-passer consulaire, dans le lancement du sujet, c'est d'obliger les pays d'accueil à délivrer des laissez-passer consulaires. C'est tout. Ça sert à rien de monter sur une chaise et dire les OQTF, il faut mieux les exécuter. Tant qu'on n'a pas fait ce travail diplomatique-là, et de la bonne manière, sans faire comme on l'a fait avec les Marocains il y a 1 an avec Emmanuel Macron, eh bien, on n'arrivera à rien. Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Voilà, pourquoi? Parce que je pense que si on part du postulat, du principe que la justice fonctionne, que la police fonctionne, que la médecine fonctionne, que la société fonctionne, que les politiques fonctionnent, il y a un truc qui fonctionne pas, c'est le travail en commun, le tuilage. Voilà. Moi, j'ai quand même le sentiment que quand on a violé et qu'on fait la moitié de sa peine, est-ce qu'on est reçu, examiné par un médecin conseil? Est-ce que le niveau de risque de récidive est établi? Quand il y a un doute, j'ai envie de dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. C'est-à-dire que la présomption d'innocence et la présomption de récidive, c'est une chose,
mais le droit de nos enfants, d'une gamine de 19 ou 20 ans, enfin ça s'est passé à quelques centaines de mètres d'ici. Oui. Faut quand même juste comprendre le truc. Ça pourrait être notre c'est ça que je dis. D'accord. Moi, je suis d'accord pour dire. Je ne pas avec l'émotion, c'est pas possible. Non, mais moi, je suis ému. Donc j'ai aussi tout le monde est ému. Mais tout le monde, très bien. Moi je le suis et c'est pas la vengeance. Et je viens dans les. Mais c'est pas ça que je dis. Et je viens parler vrai. Donc je viens partager ce que je pense. C'est que si je pars comme vous du principe que la justice fonctionne en France, que la police fonctionne, que tout le monde fonctionne, j'ai juste le sentiment que ça ne fonctionne pas ensemble. C'est ça que je viens de dire. Voilà. Je rebondis, maître, sur ce que vient de dire Sébastien. C'est effectivement dans le cadre d'une remise de peine. Est-ce que il y a une évaluation logique du condamné? Oui, alors on va remettre un certain nombre de choses en place parce qu'on est en train de mélanger beaucoup de concepts. On va d'abord rappeler ce qui est quand même la base, puisque c'est un avocat qui parle, que pour ce monsieur, il est présumé innocent, il n'a même pas été interpellé, il est à peu près désigné comme étant le suspect numéro 1. Attendons de voir quand même. Il est on peut retenir en Suisse, mais il n'est pas encore sous main de justice française. Il y a de l'ADN quand même, donc on peut avoir des doutes. J'ai beaucoup de dossiers à vous donner où il y a de l'ADN, mais peu importe, je sais bien que c'est pas la question. Voilà. D'abord sur le fait qu'il ait fait que la moitié de la peine, c'est parfaitement inexact. On a quelqu'un qui est condamné alors qu'il est mineur. Philippe Bilger le rappelait à l'instant. Il est condamné à une peine de 7 années d'emprisonnement. Ça n'est pas une petite peine. La justice, on va beaucoup parler du laxisme de la justice, s'est montré particulièrement ferme à son égard. Il se trouve qu'il est détenu depuis 2019. Il semblerait qu'il ait été remis en liberté en 2024. C'est un calcul assez simple. Il ne fait pas toute la peine prononcée par la cour d'assises, mais il ne fait pas la moitié de la peine. Ça n'est pas vrai. Le deuxième point, c'est qu'il ne bénéficie pas d'un allègement de peine. C'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de la peine qui a été prononcée par la justice française. Il se trouve qu'à l'époque, et la loi a aujourd'hui changé, lorsque notamment on se conduit bien en détention, on peut bénéficier d'un certain nombre de réductions de peine, et c'est l'explication selon laquelle a été condamné à 7 années d'emprisonnement, il serait ressorti au bout de 5 années et demie d'emprisonnement. Il ne s'était pas signalé en détention comme étant quelqu'un de particulièrement dangereux ou particulièrement inquiétant. Il n'aurait pas bénéficié de cette réduction de peine, le cas échéant. Ensuite, il n'est pas remis en liberté. Lorsqu'il sort au mois de septembre, contrairement à ce qu'on prétend, c'est donc un individu qui était, semble-t-il, en situation irrégulière, et donc le préfet a pris, alors qu'il est détenu, une obligation de quitter le territoire, un arrêté, ce qu'on appelle une OQTF. Donc, il n'est pas remis en liberté. À sa sortie de détention, il est attendu par des policiers qui l'emmènent au centre de rétention. Jusque-là, les choses fonctionnent encore de façon normale. Centre de rétention, c'est quoi? Le centre de rétention est surtout pas une prison, nous dit-on dans les textes. La réalité, c'est que c'est un lieu d'enfermement. Vous n'êtes pas puni. Je suis très inquiet, mais c'est l'avocat qui parle, qu'on vient de dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On va pas commencer à garder des gens en détention sous prétexte qu'on se dit que peut-être ils vont être dangereux. La détention préventive, c'est quand même allez, sérieux. La présomption allez au bout, parce que la fin de l'histoire, c'est une gamine qui est morte. On va y revenir. Je crois que le risque zéro n'existe pas. De toutes les façons, il y aura toujours des gens qui mourront dans les rues. La question, c'est est-ce qu'on peut limiter ce risque et se poser la question de la récidive. On ne peut pas anticiper, sauf à vouloir vivre dans un monde que Spielberg nous a dépeint ou que Philippe Cadic nous a dépeint. On ne va pas anticiper sur des faits que des gens n'ont pas commis. La justice a statué, il est condamné à cette peine-là. Il est donc placé en centre de rétention. Ça n'est pas un endroit où je peux vous dire que vous voudriez y passer ne serait-ce qu'une journée. Il se trouve que l'état du droit actuel fait qu'on peut y passer 90 jours. Il est enfermé, il a purgé sa peine, il est privé de sa liberté d'aller et venir. Je ne vais pas vous plaider la question du lieu de dignité sur les centres de rétention. Il se trouve qu'un magistrat à reprise va se prononcer sur la question de la prolongation de son maintien en centre de rétention. Donc il n'a pas été remis en liberté, il est dans ce centre de rétention. Et pour qu'il soit reconduit à la frontière, il faut que le Maroc délivre un laissez-passer. Voilà. Ni de la responsabilité de la justice, ni de la responsabilité de la justice administrative, ni de la responsabilité des magistrats, parce que quand on commence à agiter, disant soit il y a eu des juges des libertés cinglés qui l'ont remis en liberté, soit il y a eu des juges administratifs qui n'ont pas fonctionné. Ça n'est pas vrai. Il se trouve que on ne peut pas reconduire dans un pays un individu si ce pays ne le reconnaît pas comme étant son ressortissant. Donc un juge des libertés et de la détention, à l'issue des 3/4, c'est-à-dire qu'il est resté quand même ce garçon près de 70 jours en centre de rétention administrative, a dit je ne peux pas vous garder là en attendant que le Maroc veuille bien bouger.
on va vous placer dans un hôtel, c'est pareil, théoriquement il n'est pas laissé sans surveillance absolue, il est assigné à résidence, il a une obligation de pointage, je crois tous les jours ou tous les 2 jours, il se trouve qu'il n'a pas respecté cette obligation de pointage, il se trouve, si c'est lui, et je mets beaucoup de si, encore une fois parce que pour l'instant on ne sait pas ce qui s'est déroulé, qu'il a peut-être des problèmes psychiatriques ou que sais-je, il se trouve qu'à ce moment-là, effectivement, il échappe au contrôle de la justice administrative ou de la police administrative. Ne mélangeons pas les responsabilités des uns et des autres, en l'espèce, la justice n'a été ni laxiste, ni à mon sens incompétente. Allez, Thomas, 0826 300 300, vous vouliez réagir? Oui. Déjà, je voulais revenir par rapport ces OQTF. En effet, les OQTF prononcés par les autorités administratives, c'est 10% à peu près des OQTF qui sont respectés, il faut le savoir. Donc, elles sont respectées de quelle manière? On expulse soit de manière la personne part libre, soit de manière contrainte avec des policiers avec elle dans l'avion. Donc ça veut dire qu'il faut également des moyens et ça coûte extrêmement cher. Ensuite, ce qu'il faut rappeler également, comme vous le disiez vos intervenants, c'est difficile pour la France, pour la justice française de se prononcer lorsqu'il y a des dossiers internes, c'est-à-dire propres à la France qui ne concernent que la France. Alors, imaginez quand il y a également un pays tiers qui doit recueillir l'un de ses ressortissants qui en plus a commis crime ou délit, crime ou même plus sur un territoire étranger, quand il faut le récupérer, c'est vraiment pas évident pour eux. Et ça se négocie à coup de valise, faut bien en être conscient. C'est de la diplomatie, et quand on a des gens de la diplomatie en France qui ne sont pas compétents, et donc où on perd nos accords avec certains pays, ou alors on se fâche très sérieusement avec eux, je pense notamment aux pays africains. Au Maroc, notamment, la brouille avec le Maroc a été terrible. L'Algérie, allez voir les conséquences de l'Algérie, ça arrive. Je suis directement concerné par les OQTF, je travaille très très en relation avec tout ça, et je peux vous dire que avec l'Algérie là, les reconduites frontières sont extrêmement limitées. Donc c'est bien beau par M. Retailleau de prononcer on va faire de l'OQTF, Non, c'est impossible. En attendant, s'il n'y a pas de LPC livré, ça ne marche pas. Merci Étienne. Thomas, si vous le permettez, comme on se connaît tout de même depuis un certain nombre d'années, ce qui scandalise véritablement, vous avez fait un compte rendu très objectif de l'affaire, c'est le fait que à un certain moment le JLD ait été obligé d'assigner à résidence ce jeune homme alors que le laissez-passer marocain est arrivé après. Est-ce que là, avant, il n'y a pas quelque chose à réformer dans l'état de droit actuel? Mais, malheureusement, la question du zone de rétention a été largement dit depuis les années 80, puisque moi, quand j'ai commencé ce métier-là, on pouvait rester 15 jours en centre de rétention. Aujourd'hui, on en est à 90 jours. De toutes les façons, il y a un moment où on ne peut plus garder administrativement les gens retenus. Donc là, j'ai conscience que la coïncidence entre ce délai de 2 jours, après sa remise à liberté, tombe très mal. 90 jours, c'est pas 70 jours. S'il sort au bout de 70 jours, alors qu'on pouvait le garder 90 jours, 12e jour, il y a l'autorisation pour l'expulser. Excusez-moi, on peut pas dire que ça fonctionne. Ça dysfonctionne. 90 jours, c'est 90 jours, pas 70 jours. Il faut savoir que, pour le coup, statistiquement, le taux de réussite des OQTF diminue drastiquement après les premiers jours. C'est qu'en fait, soit vous arrivez à envoyer les gens dans leur pays d'origine dans les premiers jours, sans compte statistiquement que plus le temps passe, moins en réalité. Donc voilà, là pour le coup, sur le coup des 2 jours, quand bien même on aurait étendu à 120 jours, je crains que ce soit au bout de 122 jours que le laisser-passer soit parvenu. Pourquoi c'est 90 jours et pourquoi, moi je pose juste une question bête, si le législateur prévoit 90 jours, pourquoi 70 jours on relâche quelqu'un? Je vais répondre 90 jours au maximum, mais excuse-moi, je tiens quand même, je ne vais pas faire dans les choses sur cette d'ailleurs qui est toujours prisonnier. Il a purgé sa peine. C'est-à-dire qu'il a déjà purgé sa peine. La première. Se retrouve dans un centre de rétention. As-tu déjà visité des centres de rétention? Moi, j'en ai visité quand j'étais en reportage. Je les souhaite pas à mon pire ennemi. Privation de liberté, elle peut être que l'exception. Donc, il se retrouve. C'est-à-dire que tu peux. À un moment donné, on est un État de droit. Enfin, je veux dire, on n'est pas un État illibéral et dictatorial. Mais personne ne dit ça. Ça va 90 jours. On va jusqu'aux 90 jours. Déjà, Sébastien, garder 6 jours dans l'attente d'un laissez-passer consulaire. J'ai sa peine. Mais qui n'a pas d'autorisation d'être sur le territoire. Je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec vous. Non mais attendez, ça veut dire quoi? Pas d'autorisation sur le territoire français, on va pas priver de l'irrégulier sur le territoire français. Avant de les expulser ici. Non mais non, c'est le principe du
CRA. Alors, tout à fait, mais justement, l'assignation, vous imaginez ce que vous êtes en train de dire. Vous dites qu'il faut créer des camps pour retenir les gens qui sont en situation irrégulière. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Comment vous retenez quelqu'un? Non, mais comment est-ce que tu fais? Comment vous retenez quelqu'un? C'est ce que vous voulez dire. Vous voulez priver de liberté des gens parce qu'ils sont en situation de réaction administrative et vous l'expulsez. Mais c'est ça. Attendez, arrêtez de parler parce que personne ne vous entend. Pour qu'on comprenne bien, cette personne donc a violé déjà quelqu'un, donc il doit être expulsé. Donc parce qu'il est potentiellement dangereux quand même. Parce qu'il est potentiellement dangereux. On vous dit, il a le droit de la justice. Non, ça confondez deux choses. Non, la justice dit pas qu'elle est potentiellement dangereuse. Non, François, j'essaie voilà, juste un truc. Mettez-vous à la place des auditeurs qui nous écoutent, c'est-à-dire qui se disent pourquoi effectivement, qui vont dans le sens de Sébastien Ménard. Pourquoi si c'est 90 jours, on garde pas 90 jours. Voilà. Puis après, si c'est pas possible, on le remet au revoir et merci. Ah bah, en réalité, je le sais pas dans le dossier. Il se trouve que la question de Sébastien. Donc, la prolongation, elle obéit à un certain nombre de critères légaux qui s'amenuisent donc avec le temps. Dans un premier temps, si vous n'avez pas suffisamment de garantie de représentation. Dans un deuxième temps, si on a laissé passer etc. au fur et à mesure. Et donc là, si le juge des libertés de la détention décide de 70 jours, c'est qu'il considère que l'argument assez par la préfecture pour justifier son maintien, et notamment on va obtenir un laissez-passer, en réalité sont pas suffisants. Non, mais sur ce que c'est-à-dire que le juge a été à la fin obligé au regard des critères d'aujourd'hui de le lâcher. Le critère c'est 90 jours. Non, mais c'est pas 90 jours, c'est avec des détails. C'est ce que t'expliques l'avocat de conditions qui font que légal de le mais par rapport à ce qu'a dit Philippe David, c'est quand même assez intéressant parce que l'idée d'assigner d'office à résidence des gens qui sont en situation illégale sans du côté, c'est vraiment grave. Si je ne m'abuse, les États-Unis le pratiquent. Non, mais c'est un autre sujet. D'abord, ils pratiquent pas des migrants dans des camps. Enfin, non, mais j'ai pas parlé de camps. C'est vous qui avez parlé de camps. Mais tu fais comment? Et tu fais comment? Les centres de rétention, t'appelles ça comment? Mais c'est pas un camp de concentration, un centre de rétention. Mais tu parles de concentration. Parce que là, on est au point Godwin. Non, mais moi, c'est toi qui parles de concentration. Je suis bien d'accord. Et ça n'est pas ce que j'ai voulu dire, ni ce que vous avez dit. Vous parlez de privation de liberté. Vous sembliez vous étonner qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en situation irrégulière sur le territoire français ne soit pas privé de sa liberté. En vue d'être expulsé, oui, parce qu'une personne en situation irrégulière doit être expulsée. Dans le cas de cette personne. Donc la privation de liberté. Non, on parlait de tous les gens qui sont en situation irrégulière. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est potentiellement dangereux, il a déjà violé une fille. Non, c'est quelqu'un qui a exécuté sa peine. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas dangereux. Non, mais comme n'importe qui d'entre nous. C'est pas parce qu'on n'est jamais passé devant un tribunal qu'on n'est pas dangereux. Ça, pour le coup, vous ne pouvez pas anticiper sur la dangerosité de quelqu'un. Mais tu peux pas anticiper la dangerosité d'un individu. C'est un autre sujet. Est-ce qu'en détention, on est condamné ou en tout cas suivi pour savoir si on est potentiellement dangereux quand on ressort. Mais donc, quand vous dites il faut priver de liberté un certain nombre d'individus, vous vous étonnez du terme de camp, c'est que c'est camp ou prison. La privation de liberté. Ou alors bracelet électronique, en attendant une expulsion. Mais c'est ça une assignation à résidence. Mais c'est exactement ça une assignation à résidence. C'est la décision qu'a pris le juge des libertés de la détention. C'est le camp qui m'a vraiment choqué parce que le bracelet électronique est il y a quand même. C'est toi qui parles sur Dachau. Personne n'a pas parlé de camp. Personne n'a parlé de Dachau. Quand on entend camp, soyons sérieux. Non, enfin, n'exagérons pas non plus. Moi, je pense au camp de Lampedusa, par exemple, que j'ai visité. Je pense pas forcément au camp de concentration. Merci beaucoup, maître, pour ces explications. Romain Boulet, qui est avec nous, coprésident de l'association des avocats pénalistes. C'était excellent. Merci, c'était passionnant ce débat. Vous restez avec nous pour le qui c'est qui l'a dit? C'est le quiz. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais bien sûr. Vous faire pardonner. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ravis de vous accueillir tous les jours. Écoutez, ce plateau est électrique, mais c'est ça le dialogue, c'est ça le débat, et c'est ce qui est intéressant en tout cas dans cette émission, c'est que tout le monde peut donner son avis, on peut échanger. Voilà, c'est un débat qui a été très tendu, mais en tout cas c'était très intéressant. Oui, passionnant. Oui. Alors, du coup, bon, on a gardé avec nous, on les gagne. Romain Boulin est avec nous. On va j'espère qu'il va pas gagner, ce que je demande. Vous avez des trucs passionnants. Avec Thomas, vous êtes prêt à jouer contre nos vraies voix du jour? À fond. Allez, lancez donc le jingle.
Aller au boulot, dans le métro, dans les bouchons à la maison. Peut-être que toi aussi tu sais qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Bravo. Ça c'est la classe, c'est le meilleur. Et le principe maître, c'est de laisser d'abord répondre l'auditeur, le client avant c'est la foire d'Antoine. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Je sais que la France n'est pas un pays raciste. Thomas. Je dirais le nouveau ministre de la Justice. Non. Non. Bruno Retailleau. Non. C'est un secrétaire d'État. C'est le secrétaire d'État Nafro. Bonne réponse de Philippe Bilger qui engrange 3 points. Plein d'avenir. Secrétaire d'État à la citoyenneté, lutte contre la discrimination. Thomas, qui c'est qui l'a dit à 3 points? Le plus grand danger et la place pour le pays, c'est Jean-Luc Mélenchon et LFI. Allez, partons sur un Larcher. Non. Non. C'est le même parti. Il a dit non à un poste ministériel. Bonne réponse. Non, il a été plus rapide, je crois. C'était qui? Laurent Wauquiez. 3 points pour Romain. Oh, il est fort ce Romain. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Le dialogue un peu particulier entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, c'est un grand classique en France. Thomas. Partons sur Monsieur Lisnard ce matin. Non, c'est Fabius. Bonne réponse de Philippe Bilger, Laurent Fabius. Président du Conseil constitutionnel. Il existe encore. Qui c'est qui le Conseil le Conseil constitue. Qui c'est qui l'a dit à 2 points cette fois-ci? Nous avions 3 options. Une crise institutionnelle, donner les rênes à l'extrême gauche, soit nous engager dans l'intérêt du pays. Nous engager, c'est un républicain. Allez, cette fois-ci, je pars sur Lisnard. Non. Gabriel Attal. Non. Regardez du côté du Sénat. Larcher. Bonne réponse. Non, c'est plus rapide, Sébastien. Moi, j'ai rien du tout ce soir. Voilà. Ça va venir, François. Ça va venir. Faut se dépêcher. C'est la dernière question. Qui c'est qui l'a dit sur Antoine Armand et sur le RN? Un ministre, ça répond à tous les députés. Ça n'a rien à voir avec le fait d'adhérer aux idées ou de négocier sur des textes avec le Rassemblement national. Thomas. C'est une femme. C'est un indice ou pas? C'est une femme. Oui. Elle est là depuis plusieurs gouvernements. Et elle est ministre. Elle est Bonne réponse. Oh, il est fort. Tu avais un peu lu. Et c'est une victoire. Philippe Bilger 8 points, Romain 3 points, Sébastien Ménard 2 points, on a 2 Fanny, Thomas et Françoise. Désolé, je suis juste pas en forme. On est ensemble dans le désespoir. François, vous avez déjà gagné aujourd'hui, c'est exceptionnel, Philippe. Merci Thomas d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup, on vous embrasse bien fort. Merci en tout cas d'avoir été notre Révoix du jour. On va remercier Romain Boulet aussi. Merci Thomas. Merci Maître d'avoir été avec nous, co-président de l'association des avocats pénalistes. On fait une petite pause et les infos, la météo et le retour, et le coup de gueule de Philippe David. On parle de quoi? Un coup de gueule sur les droits de succession. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, mon Philippe David, avec lequel nous voyageons un petit peu partout en France, puisque c'est vrai que bientôt on sera au Futuroscope. Oui, le Futuroscope jeudi 3 octobre. Hier, c'était Toulouse. Vendredi dernier, c'était Saint-Gaudens. Et on fera même le mondial de l'automobile dans 3 semaines. Et ben voilà, comme quoi vous pouvez. Voyons, on ne se quitte plus. Vous pourrez voir Philippe David en vrai. Voilà. Et si vous voulez. Ça ne fait pas rêver grand monde, hein. Cécile de Ménibus. Ça fait plus rêve. Bien sûr, Philippe David avec un saucisson sous le bras, un truc. Non, un saucisson, c'est pas assez gros. Moi, je préfère vraiment une mortadelle ou un Jésus. Vous voyez, c'est déjà. Un Jésus, c'est quoi un Jésus? Vous connaissez pas les Jésus? Les saucissons lyonnais énormes. Vous avez jamais mangé de Jésus? Non. Ah bah écoutez, je vais me débrouiller à en trouver et je vais vous faire déguster du Jésus. C'est très bon, un Jésus. T'es sûr? Dans quelques instants, on va parler de dans votre coup de gueule, Philippe. C'est tellement bon d'ailleurs que quand on le mange, on crie. Jésus crie. Je tiens à vous rappeler qu'elle a osé critiquer mon humour. Mon Dieu. Dans quelques instants, je vais pousser un coup de gueule sur les droits de succession. Allez, tout de suite, le 0826 300 300, vous nous laissez des messages. Eh bien, on l'écoute. Oui, bonsoir, c'est Paul du Lot-et-Garonne. J'écoute votre émission comme tous les soirs. De toute façon, les industriels sont confrontés au même problème que les agriculteurs et à tous ceux qui produisent en France aujourd'hui. Pour avancer, il faut des commandes, il faut des clients, que ce soit l'agriculture, que ce soit les artisans, les commerçants, tout le monde souffre aujourd'hui d'un manque de visibilité. En fait, on devient un pays de feignants, de gens au RSA,
On a 9 millions entre chômage et RSA et on ne peut pas trouver de personnel. Il y a beaucoup de questions à se poser. Aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin de filer des coups de pied au cul et des baffes. Il va falloir arrêter la calinothérapie. Je pense qu'il est urgent de remettre tout le monde au travail pour payer les retraites, combler les déficits. Mais il faut surtout que notre président actuel y dégage parce que lui, c'est un compétent dangereux. Je ne sais pas si j'utiliserai les mêmes mots que notre ami auditeur, mais là où il a raison, et j'arrête là, c'est que beaucoup se plaignent de l'absence de lisibilité, de prévisibilité pour leur action professionnelle. Oui, moi j'ai toujours du mal avec ces mots sur les feignasses, le RSA, les 9 millions. Enfin, je ne connais pas beaucoup de chômeurs qui sont au chômage par plaisir. Je pense que c'est un état d'angoisse, le chômage. Et j'entends ce que dit, mais ressasser, j'ai le sentiment qu'on ressasse vraiment des lieux communs. C'est pas comme ça qu'on va trouver la solution. C'est pas, ce pays n'est pas composé de 67 millions ou même de 10 millions de feignasses. Ce n'est pas vrai. Sébastien Ménard. Et c'est fort heureux, Françoise a raison, il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui fitent, il y a des gens qui se moquent, mais c'est pas évidemment la majorité des gens. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui bossent, qui se bagarrent, qui cherchent du boulot, qui entreprennent, qui se vautrent, qui sont persécutés par le fisc, etc. Voilà, c'est aussi ça la vraie vie. Allez, vous restez avec nous. Un vrai coup de gueule dans un instant. Ne vous bougez pas, on fait une petite pause. Jusqu'à 19h, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec des vraies voix. Jusqu'ici, c'est logique. Il n'y a pas de... Voilà, c'est écrit dans le titre, en fait. Elle chante faux, mais elle parle vrai. Qui ça, moi? Non, pas vous, les vraies voix. On peut quand même confirmer qu'on chante vraiment comme des casseroles. Une batterie de casseroles. Non, mais vous entendez chanter. Mais enfin, on a déjà... Vous vous souvenez pas de la soirée, là, où on chantait avec Philippe David? Non, mais je voulais dire Agen. Allez. Pourquoi vouliez-vous qu'on aille dans le Lot-et-Garonne? J'étais sûre que vous alliez dire ça. Voilà. En plus, vous avez bafouillé en faisant une blague pourrie. Ça n'a aucun sens. Sébastien Ménard est avec nous. Françoise Degois. Philippe Bilger. Ça vaut pas un pruneau, ton truc. Allez, concentrez-vous. Allez, Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je clochais au milieu du village et aujourd'hui, ce sera un village où face à l'église se trouve une étude de notaire. Pourquoi une étude de notaire? Parce que c'est aujourd'hui que la Cour des comptes présente aux députés ses travaux sur les droits de succession. Des droits de succession qui en 2020 ont rapporté 12,5 milliards d'euros à l'État et que certains, comme l'ONG Oxfam, veulent augmenter pour les plus riches. Je vais donc prendre totalement le contre-pied d'Oxfam, un contre-pied validé par 77% des Français, selon une étude Odoxa publiée en avril, qui juge cet impôt injustifié, les droits de succession étant en plus l'impôt le plus impopulaire. Et je tiens à le dire haut et fort, je ne veux pas de réforme des droits de succession. Je ne veux pas de hausse des droits de succession, je ne veux pas de baisse des droits de succession, je réclame purement et simplement leur suppression. Je réclame leur suppression parce que c'est un impôt qui est triplement cruel. Cruel parce qu'il taxe des personnes ayant payé des impôts toute leur vie en ayant en plus vécu dans le pays le plus taxé au monde. Cruel parce que l'État sans aucune vergogne vous pompe de l'argent alors que vous êtes dans la peine et la douleur. Cruel parce que le jour où votre vie se termine, vous avez envie d'enrichir vos enfants ou vos frères et sœurs ou une œuvre caritative, mais en aucun cas l'État. Cruel et stupide, notamment pour les héritiers d'entrepreneurs qui dans nombre de cas doivent vendre la société dont ils héritent pour pouvoir payer les droits de succession, quitte à ce que l'entreprise passe dans des mains étrangères. Je sais bien que vu l'état des finances publiques, que ma demande ne sera pas exaucée, mais elle est loin d'être utopique. En Italie, l'abattement sur un héritage des parents est d'1 million d'euros par héritier contre 100 000 euros en France, et entre frères et sœurs de 100 000 euros par héritier contre 15 000 en France, tandis que les héritages d'entreprises familiales sont exonérés de taxes. Alors oui, Forza Italia. Oui. Alors je peux le dire parce que c'est pourquoi l'industrie italienne fonctionne si bien. Parce qu'elle reste dans les mains des familles. Pour cette raison, elle reste dans les mains des grands familles. Luca Di Vecchio, c'est Otica, qui est vraiment la plus grande entreprise de lunettes. Tout ce que vous portez, en fait, ça vient de Milan. C'est bien sûr Ferrari, c'est bien sûr... Je veux dire par là que ça, c'est la réalité. Après, je suis pas d'accord avec vous pour qu'il n'y ait pas d'impôt sur les successions, mais il faudrait les rendre plus justes. Les trouver assez convaincantes. Ouais, mais il faut les rendre plus justes. Et à un moment donné, moi, je comprends que l'État taxe, ça me paraît tout à fait normal. Je pense qu'il faut changer sur les entreprises, ça c'est très clair, parce qu'en France, effectivement, du coup, on vend à des investisseurs
investisseurs. Les investisseurs demandent des rendements comme toujours à 2 chiffres. Et c'est comme ça. Ou les démantèlent, exactement. Où ils demandent des rendements à 2 chiffres. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'appauvrissement de l'industrie française. Non, moi je vous ai trouvé convaincant sur les 3 arguments que vous avez donnés. Je sais que ça rejoint une majorité de Français, mais est-ce que... C'est juste quand même, non, de payer des impôts. Pourquoi vous les supprimeriez? Non, mais les impôts, oui. Les impôts, oui. Mais la France est un pays à l'appétit fiscal gargantuesque. C'est ça le problème. C'est ça la réalité. Ce que vous dites, Philippe, est vrai. C'est que tout au long de sa vie, un Français qui bosse, certains Français ne bossent pas, mais la plupart bossent, vont consacrer plus de la moitié de ce qu'ils ont gagné à, quelque part, donner à l'État des moyens de fonctionner. De ce point de vue-là, on va tous être d'accord. La réalité, a déjà dit la semaine passée, c'est l'efficience, c'est l'efficacité, c'est ce qu'on retrouve, je dirais. Est-ce que la puissance publique, elle est au niveau de l'engagement, de l'investissement consenti par les uns et pour les autres? La réponse est pas toujours. Je prends juste un chiffre. En Italie, on hérite d'un frère ou d'une sœur 100 000 euros d'abattement, 15 000 en France. Et en France, avec un abattement bien moindre, 40% d'imposition. En Italie, 6%. Non, c'était bien sûr les frères et sœurs, je trouve ça d'une injustice absolue. Et puis alors, et sur les cousins, alors là, n'en parlons pas. Ouais, non, c'est ça vraiment qu'il faut réformer, ça, je suis d'accord. Et une partie du patrimoine français, vous parliez tout à l'heure du patrimoine industriel italien, qui reste dans les mains de familles italiennes, etc. On le voit, enfin moi je vis dans une jolie ville, Biarritz, mais on voit le patrimoine revendu, saucissonné. Pourquoi? Parce que les familles basques notamment, n'arrivent plus à conserver ces biens-là. Voilà, c'est ça la réalité. Philippe Bilger. J'ai tout dit, ma chère Cécile, tout à l'heure. C'est vraiment, on voit sur l'immobilier, par exemple, dans le quartier dans lequel je vis, le centre de Paris, il n'y a plus quasiment un seul immeuble, si vous voulez, qui appartient aux familles, etc. C'est racheté par des investisseurs qui font du rendement, qui en font des boutiques hôtels. Ou par de riches étrangers. Ou par de riches étrangers. Non, mais ils ont le droit. Ils ont le droit, ils investissent, ils dépensent de l'argent en France. Mais je veux dire par là, moi, ça me gêne absolument pas qu'un Émirati rachète un hôtel particulier sur l'île Saint-Louis. C'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, ce sont les conditions qui ont amené à cela. Et ça, c'est ça qui est ennuyeux. Je pense qu'il faut être un peu plus juste en réalité. Les supprimer, je suis pas d'accord. Mais peut-être les réduire, peut-être mieux les harmoniser. Et n'oubliez pas de me mettre au testament. Merci. Mais je le ferai volontiers. La France vous en remerciera, bien sûr, bien entendu. Le tour de table de l'actu des vraies voix, mes amis. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu possible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table. De l'actualité. Cette phrase nous fera toujours beaucoup rire. Philippe Bilger. Ça prouve sa grande modestie quand même. Moi, parlons vrai. 3 facettes plus que discutables de LFI. Lucie Caster, Cilia Soudet et Jean-Luc Mélenchon. J'en ai marre avec cette manière de me présenter si gentille de la part de Maxime. Si ça pouvait être une espérance, ça n'est jamais qu'une nostalgie. Donc, mais peu importe. Plus sérieusement, il y a 3 facettes en effet de LFI qui m'ont intéressé ces derniers temps. 3 propos. Lucie Castex qui propose de régulariser tous les sans-papiers et au départ, elle indique même ceux qui ne travaillent pas et on l'oblige à approfondir sa réponse et en définitive elle dit je ne sais pas. Elle pensait que c'était la position de LFI. Non, elle ne sait pas. Deuxième intervention, là c'est plus subtil si j'ose dire. Ercilia Soudet, elle a tout à fait le droit d'aller dans les côtes de garde à vue pour assister cette personne qui appelait à l'intifada. J'avais poussé un coup de gueule contre son appel à l'intifada. J'ai regretté de la part d'une députée que je ne déteste pas que le droit qu'elle a d'aller dans les locaux ne l'ait pas tout de même dissuadé d'y aller parce qu'il y a une forme de presque de décence humaine lorsque quelqu'un appelle à des choses choquantes, monstrueuses, on n'y va pas. Dernier élément, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit, alors que Arnaud a appelé au massacre, le député Arnaud, au massacre des Kanaks, en reprochant aux gendarmes d'avoir assassiné les Kanaks, Jean-Luc Mélenchon dit « mais on n'a plus de liberté d'expression en France ». Il faut considérer que demander
qu'on dénonçait les gendarmes qui assassineraient les Kanaks, ça relèverait de la liberté d'expression, alors que c'est en plein une terrifiante dérive. Lucette, je fais une correction. D'abord, elle parlait pas au nom de LFI. Elle pensait que c'était la position du Parti socialiste. Et d'ailleurs, elle s'est complètement mangé les pinceaux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et Olivier Faure l'a contredit ce matin. Il a très bien fait parce que puis, il faut vraiment que Lucie Castet arrête. Voilà, ça y est, elle est sortie du casting. Je pense que vraiment pour le bien de tous et pour son propre bien à elle. Ça, c'est mon avis. Un peu méchant, mais parce que franchement, là, c'est des boulettes. Ça oblige tout le monde à monter pour contredire. Soit tu bosses et tu fais une émission, tu la prépares et tu regardes bien quelles sont les positions, soit vraiment tu rentres et tu fais autre chose, ou en tout cas tu travailles en fait. Voilà, c'est ça mon sujet. Ercilia Soudé, vous savez ce que j'en pense, Jean-Luc Mélenchon aussi. Nous sommes dans des stratégies absolument clivantes. Tout le monde dit Trump, moi je vous redis, c'est la stratégie de Beppe Grillo en Italie. En Italie, le mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles est arrivé au pouvoir comme ça, avec Internet, avec des momentum très forts sur des sujets extrêmement clivants. Et c'est comme ça que Beppe Grillo est arrivé au pouvoir et évidemment a totalement échoué et l'a quitté. Vous n'entendez quasiment plus parler du mouvement 5 étoiles en Italie. Mais c'est pas trumpien, c'est plutôt grillesque. Sébastien. Moi, c'est pareil. Vous savez ce que je pense des camarades LFistes. Autant, je pense que Ercilia Soudé est un non-sujet politique. Donc je ne souhaiterais pas aller plus loin là-dessus. Par contre, elle est réélue triomphalement. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est un vrai souci. Mais oui, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. En tout cas, ça en dit long sur l'état de la démocratie et de celles et ceux qui s'expriment démocratiquement. Parce que voilà. Enfin, je veux pas parler plus longtemps d'Ercilia Soudé. Après, Lucie Castet, c'est autre chose. Elle est construite intellectuellement. Elle est plutôt intelligente. Elle est passée à côté, je dirais, de son non-rendez-vous avec l'histoire. Mais non, moi je trouve c'est un personnage politique intéressant. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis pas certain. Je suis pas certain que je dirais le timing des LFistes, la posture des LFistes et le narratif des LFistes servent aujourd'hui le débat politique. Loin s'en faut. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec l'histoire Sofia Chikirou, je pense que on est un peu tapis dans l'ombre. Hein, exactement. Pas du tout, au contraire. Je pense qu'il contre-attaque extraordinaire. Jean-Luc Mélenchon, il contre-attaque très très fort sur Sofia Chikirou, notamment. Voilà. Allez, Sébastien Ménard, puisque vous avez la parole, la honte. Oui, la honte, parce que je fais partie de ces indignés. Évidemment, comme chacun le sait ici, je suis dans le privé, je suis entrepreneur, donc je suis passé de l'autre côté de la manivelle depuis un certain nombre de temps maintenant, mais je ne peux pas m'empêcher, et chaque semaine, c'est évidemment avec un plaisir non dissimulé que je viens commenter l'actualité ici. Mais oui, j'ai honte quand j'entends, suite au drame qui a touché Philippines et la famille de Philippines, et puis tous les amis de Philippines, j'ai honte quand j'entends les mots des uns, quand je constate les postures des autres, quand effectivement j'écoute les faux droits de l'homiste ou les vrais fachos, j'ai honte. Quand on peut plus parler de laxisme, j'ai honte. Quand on peut plus parler de ce dont on parlait tout à l'heure, du tuilage entre les différents services de l'État. Je dis pas que tel ou tel service dysfonctionne, mais enfin quand même, les uns et les autres pourraient se parler, pourraient peut-être travailler ensemble. Donc oui, j'ai honte, et j'ai même honte de tout le monde, j'espère, y compris de l'extrême droite, qui récupère tout. Mais j'ai honte. Mais dis-le vraiment alors, parce qu'il vient parler des droits de l'homme. Non, mais je vais aller au bout. J'ai honte pour les contre-vérités nauséeuses sur les migrants, mais j'ai honte aussi quand on est naïf face à l'immigration qu'on n'a pas su maîtriser. J'ai honte. Et j'ai parfois, évidemment, honte aussi d'avoir honte de mon pays. Philippe Bilger. Je ne vais pas dire que j'ai honte du propos de Sébastien Ménard, mais il est tellement vaste qu'il englobe énormément de choses. Je pense que Sébastien... Je n'ai pas honte de tout ce que vous dites là, Sébastien. Il y a des choses dans le lot. Vous mettez en gros beaucoup de choses, mais j'ai honte de ceux qui sont très rares, en l'occurrence, qui n'ont pas... déplorés, qui ne se sont pas indignés devant le meurtre de Philippines. Il n'y en a pas, personne ne s'est pas indigné. Il y a une déclaration un peu choquante de celle que je défends trop, Sandrine Rousseau, un petit peu, mais en général,
face à des génies qui touchent comme ça, on est Rousseau, à peu près décent pendant quelques temps. Je ne l'ai pas trouvé choquant, Rousseau, pour le coup. Non, mais honnêtement, je comprends votre honte, et je pense que, en plus de ça, vous êtes un macroniste, et je pense que la situation actuelle, je ne sais pas si elle vous fait honte, mais en tout cas, très profondément, vous troublez, j'en suis certain. Eh bien, justement, la macronerie. La marconnerie, alors là, le lapsus. Emmanuel, tu nous entends. La boulette, la grosse boulette. Il est occupé, là, il est occupé. Allez, dans un instant, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, comme tous les... J'ai fait hier le dimanche, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Nous sommes le mercredi, les 18h31. Ça, Cécile de Ménibus? Oui, ça va bien. Et on était en plein tour de table de l'actualité. Absolument, et c'était le tour de François. De nous parler de la Macronie. Oui, j'entends, et c'était très intéressant. Vous avez bien dit la Macronie. C'était intéressant. Tout à l'heure, Félix Mathieu parlait du trouble généré à gauche par le coup de fil de Michel Barnier à Marine Le Pen, mais il faut voir surtout ce qui est en train de se passer depuis 24 heures dans les rangs d'Emmanuel Macron. Le trouble le plus puissant, c'est dans ces rangs-là. C'est-à-dire, je prends les déclarations, je vois David Amiel, qui est élu et député de Paris, qui dit on ne discute pas avec le RN. Un tweet hier, Elisabeth Borne, qui recadre Gérard Larcher sur l'AME, en disant non, Gérard Larcher, en tant que Premier ministre, je n'ai jamais dit que j'étais pour la suppression et pour le remplacement par l'AMU. Je vois Agnès Pannier-Runacher qui redit sur TF1, Agnès Pannier-Runacher qui redit sur TF1 publiquement les valeurs en réalité de l'extrême droite sont toxiques. Donc en réalité, on sent bien que Gabriel Attal est extrêmement troublé, mais lui a plutôt tendance à manœuvrer dans l'ombre. Je ne dis absolument pas que ce groupe va voter la censure, mais je dis que ce groupe est ébranlé. Les témoignages qui nous reviennent, et Sébastien le sait très bien, sont vraiment des témoignages extrêmement choqués. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à la conquête d'Emmanuel Macron en 2017. Cette conquête qui s'est faite par 2 fois, notamment la première, sur la lutte contre l'extrême droite. Deuxième fois sur la lutte contre l'extrême droite. Des gens comme Sacha Houlier sont, toute la bande de Poitiers, ce qu'on appelle la bande de Poitiers, sont vraiment cul par-dessus tête et désespérés par cette situation, et parce que Emmanuel Macron semble être devenu pour conserver le pouvoir. Et la réalité, c'est que on ne peut pas comme ça meurtrir le cœur de ses plus fidèles. Et je dis, moi, je ne pense pas que ça ira jusqu'à la censure, mais attention, ébranlement total du bloc central, et pas simplement l'aile gauche ou l'aile droite. Philippe Bilger. Même si je comprends bien l'obligation politique qu'avait Premier ministre d'introduire des ministres macronistes dans le gouvernement, il est évident que c'est une catastrophe sur le plan intellectuel et politique. Lorsque j'entends Pannier-Runacher parler de frottement et dire qu'elle a un dilemme, on pouvait lui répondre, s'il ne souhaitait pas y être, il n'avait qu'à ne pas y venir. Et donc, moi, ça m'inquiète moins tout cela que vous, Françoise, même si je ne méconnais pas les premiers. Excusez-moi, je vais juste rappeler un arithmétique. Il manque 60 voix à cette majorité. Il manque 60 voix avec cette majorité. Cette majorité, c'est une coalition gouvernementale. Et au sein de cette coalition gouvernementale, il y a un grand parti qui s'appelle Ensemble pour la République. Et il est constitué de gens du centre, des gens de gauche. On parle de Sacha Houlier, on parle d'Agnès Pannier-Runacher et tant d'autres, mais aussi de gens venus de droite. Voilà, donc il est là, pour paraphraser l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, la poutre travaille, sauf que c'était pas celle qu'on croit. Eh ben la poutre travaille, ça ce sera le mot de la fin. Bon sens. Merci pour moi. Tout de suite, c'est l'Info Plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et le déficit public de la France risque de dépasser 6% cette année, indique le nouveau ministre du budget. 6%, voire plus. Jusqu'ici, Bercy tablait plutôt sur 5% pour le déficit 2024. Alors c'est une constante depuis la nomination de Michel Barnier à Matignon. Le nouveau gouvernement dit découvrir l'état dégradé des finances publiques. Laurent Saint-Martin, le ministre du budget, en a donc remis une couche tout à l'heure devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je n'irai pas par 4 chemins. Oui, la situation de nos finances publiques est grave. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les recettes fiscales qui sont moins importantes que ce qui était attendu. Cet écart s'explique d'abord par la composition de la croissance, davantage tirée par les exportations que par la consommation, et donc chacun ici comprendra bien les écarts de TVA et de recettes de TVA que cela
engendre. C'est aussi un écart qui s'explique par l'attentisme que nous pouvons observer de la part des acteurs économiques depuis maintenant quelques mois. Et qui dit moins d'activité, dit moins de recettes. Le budget de l'année prochaine, en tout cas, c'est un sujet décidément tendu après le feuilleton estival, vous vous souvenez des documents non communiqués aux parlementaires faute de nouveau gouvernement. Le ministre du budget en tout cas s'engage à déposer le projet de loi budgétaire la semaine du 9 octobre, c'est-à-dire pas la semaine prochaine mais encore la suivante. Reste à voir évidemment si ces alertes gouvernementales répétées sur l'état des finances préparent le terrain plutôt à des coupes dans les dépenses ou bien plutôt à des hausses d'impôts comme le Premier ministre l'avait évoqué, concernant en tout cas les plus riches. Ouais, Sébastien Ménard. Mais oui, le ministre, le tout nouveau ministre du budget et des comptes publics a raison et dit et enfonce une porte ouverte, mais c'est important de le redire, de le redire et de le matraquer. Sans activité, baisse d'activité, baisse des recettes fiscales. Et tout le débat aujourd'hui, le débat c'est il faut relancer l'activité économique de nos entreprises et de nos industries, il faut permettre aux Françaises et aux Français d'entreprendre et de baisser la fiscalité, de ne pas l'augmenter. Parce que si on aggrave la fiscalité sur celles et ceux qui bossent, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura encore moins de gens qui vont entreprendre. En 20 secondes, la réalité, c'est que nous sommes aussi dans cette parce qu'il y a des cadeaux fous qui ont été faits aux entreprises, il y en a qui en ont besoin, et je pense que quand le programme de la gauche dit il faut regarder au cas par cas, ça peut pas être un guichet ouvert, je pense qu'ils ont raison. Et par ailleurs, j'en ai marre de cette... Vous savez, le budget, je discutais à midi avec Éric Coquerel, que j'ai croisé comme ça à l'Assemblée nationale. Le budget, la purge qui arrive, elle est inacceptable, elle sera même pas acceptable pour vous, et encore moins pour le Rassemblement national et sa base sociale. Je ne vois pas comment Marine Le Pen vote le budget qui va être présenté. Je suis désolé de vous le dire, c'est cauchemardesque ce budget. Voilà. Allez, merci pour tout beaucoup. le monde. Merci beaucoup Félix. Mathieu. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Le choix de l'Allemagne et du Royaume-Uni de renforcer leurs frontières pose question quant à l'impact sur l'espace Schengen. La France va-t-elle emboîter le pas de ses collègues européens ? On en parle dans un instant. Alors parlons vrai, faut-il revenir sur les accords de Schengen ? Faut-il contrôler plus durement aux frontières de l'Europe ? Et à cette question, les contrôles aux frontières pourraient-ils être un filtre pour lutter contre la délinquance ? Vous dites ouais, 88%, vous voulez réagir, attend vos appels et elle ne filtre rien au standard. Enfin si, quand même un peu, au 0826 300 300. La frontière du poids tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, hors antenne, Philippe David, vous savez, les vraies voix, on se dit tout, forcément. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Je dis, à chaque fois que je sors du studio, quand je rentre, je me dis, alors il parle de quoi, Philippe David, quand je suis là, de foot ou de bouffe ? Et bien là, c'était du foot. Et ils m'ont remis une couche, le Jésus de Lyon. Ah oui, vous ne connaissiez pas ? Là, vous voyez une photo. Est-ce que c'est pas beau, un Jésus lyonnais ? Regardez ça. Je vais vous en trouver pour... Vous n'avez jamais mangé de Jésus lyonnais. C'est entre la rosette. Jésus à la bouche, en tout cas, on a faim. C'est entre la rosette et le saucisson. Ça a un goût particulier, c'est vraiment divin. C'est très bon. Moi, je trouve qu'on devrait faire une Jésus, c'est émission. divin. Non, mais franchement, vous pourriez percuter un peu sur mes blagues. Très haut niveau. Le Jésus, c'est divin. Jésus, c'est divin. Merci, peuple de France. Presque trop salut, on a des élèves d'une école de journalisme qui sont là. Par contre, on va demander impérativement un contrôle antidopage à Françoise Degois. Jésus, c'est divin, c'est classe. Surtout qu'ils sont en train de se dire, ah, c'est ça le journalisme ? Ah non, ne vous inquiétez pas. Ok, très bien. On est une forme déformée, ne vous inquiétez pas. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. En gare de Genève, le suspect était attendu hier par la police suisse. Le suspect numéro 1 du meurtre de Philippines était pisté par les enquêteurs français. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation entre immigration et délinquance. Il y a beaucoup de pays au départ qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Et là, il y a plusieurs leviers de pression qui existent. Les visas, l'aide au co-développement et les transferts de fonds privés qui sont envoyés à ces États. Certains pays de l'espace Schengen renforcent les contrôles à leurs frontières. La solution, c'est l'accueil de tous les migrants. C'est la liberté de circulation, la liberté d'installation, c'est l'ouverture des frontières. Pas de limite, pas de quotas. Et tout ça, pour nous, ça ne se négocie pas. Et donc après le meurtre de Philippines, le suspect de nationalité marocaine a été retrouvé donc en Suisse. Il avait pu passer la frontière après les faits. Récemment, l'Allemagne a décidé de rétablir le contrôle aux frontières quand le Royaume-Uni va remettre en vigueur un visa pour rentrer sur son territoire, y compris depuis les pays européens. Alors parlons vrai, souhaitez-vous plus de contrôle aux frontières comme il y avait avant Schengen dans les années 80 ou pensez-vous que ça ne changera rien ?
Et à cette question, aux frontières pourrait-il être un filtre pour lutter contre la délinquance? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Oui, on a envie de vous entendre sur ce sujet, dont Philippe Bilger, déjà, sur cette frontière. Je suis toujours un peu gêné par, pourtant c'est très pertinente question de Sud Radio, mais qui appelle sur le plan du réalisme une réponse évidemment positive. Qui peut, à l'heure actuelle, dénier la nécessité davantage de contrôle aux frontières? Alors, on pourrait être négatif sur ce plan-là si on avait une vision un peu éthérée de la mondialisation et bienfaisante de l'ouverture aux autres pays. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut pas avoir une autre réponse que celle que je viens de faire. Françoise Legois. Moi, je pense que c'est une hérésie complète à l'intérieur de Schengen. D'ailleurs, au passage, les Grands-Bretons remettent des visas parce que ça fait rentrer des pépettes aussi dans les caisses. Hein, vous comprenez bien, avec le nombre de visiteurs. C'est un ETA, exactement. Oui, enfin, bon, ça va, on sait très bien ce que ça coûte, on sait très bien ce que ça rapporte, les visas. Donc, il faut aussi raison garder. Je pense que le contrôle doit se faire à l'extérieur des frontières européennes. Vous pouvez faire Schengen, vous savez très bien que les contrôles ne sont pas systématiques. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui passeront par les mailles du filet. Et donc, petit 1, c'est sur les frontières, sur les bordures extérieures de l'Europe qu'il faut renforcer Frontex, il faut renforcer les conditions d'accueil. Je redis, moi je suis complètement... Pour ça, il faut avoir des moyens, Frontex. Il faut renforcer chaque pays, renforce ses conditions d'accueil et d'intégration. Je suis désolé, nous avons des exemples de migrants ou qui commettent des crimes. Parlons des migrants qui réussissent, parlons des Syriens qui se sont adaptés, qui sont professeurs d'université, parlons des médecins, parlons de tout cela aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Excusez-moi, mais justement, l'un n'empêche pas l'autre. Dans les deux sens, ça fonctionne. Ça veut dire que nous avons une obligation de quand les migrations. Écoutez, une bonne fois pour toutes, les migrations sont là. Que vous le vouliez ou pas, les migrations. Il y a les migrations économiques, il y a les migrations de guerre, et vous allez avoir les migrations climatiques. Et vous avez même des gens de l'Europe du Sud qui vont remonter vers l'Europe du Nord. Donc, ça suffit ce fantasme en disant l'immigration, elle est là. Comment on la gère? On la gère au mieux, et mieux la gérer, c'est les conditions d'accueil. Aux bordures déjà des frontières, Schengen, ça ne sert à rien, c'est de la flûte à bec. L'Allemagne fait ça parce que l'AfD a gagné la région de Thuringe, point barre. C'est de la com. Les frontières et meilleure intégration, parce qu'en plus nos vieux pays européens ont besoin de l'immigration pour survivre. Sébastien Ménard. C'est très vrai que sur notre vieux continent, nos vieux pays ont nécessairement besoin d'une jeunesse vigoureuse et renouvelée, et que la natalité des autochtones, nous en sommes, est en berne. Une fois qu'on s'est dit ça, ma chère Françoise Degois, il y a quand même un vieux concept qui a 17 ans maintenant, qui était immigration choisie, intégration réussie. Alors, c'est un vieux concept qui avait été porté par un ancien président de la République, candidat d'abord et puis président ensuite, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. J'ai envie de dire que cette doctrine-là n'est pas une doctrine sarkozyste, parce que c'est celle du Canada, c'est celle des États-Unis, c'est celle, entre guillemets, des plus grandes démocraties de notre monde. Voilà, il faut quand même juste le dire. C'est le truc qu'on n'a pas su faire en France, et qu'on a évidemment tout fait pour ne pas faire en Europe. Donc, la première chose à faire, moi je suis plutôt un no-border. Je suis plutôt quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui aime cette espèce de cofraternité. Vous n'êtes pas d'accord que c'est les bordures de l'Europe? J'en viens. Moi qui suis plutôt d'accord pour finalement laisser l'humain passer d'un pays à un autre, d'un territoire à un autre, etc. Tout ça me pose aucun problème. Force est de constater que les conséquences de cette liberté, je dirais, ouverte à tous les vents, n'a pas que des conséquences positives. Alors je suis comme vous, il faut mettre en avant les conséquences très positives, évidemment, mais il y a aussi quelques conséquences, je dirais, négatives, pour pas dire mortifères, et que la solution, c'est effectivement, et ça tombe un petit peu sous le sens, de mettre en place, je dirais, aux frontières de l'Europe, de vraies frontières, pour que l'Europe puisse choisir celles et ceux qu'elle souhaite accueillir. Mais les frontières dont je parle, c'est pas celle-là, c'est pas celle où on choisit.
tiers de l'Europe en de la France. Oui, moi, je trouve que aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation et on ne peut pas refuser un système qui rendrait plus efficace notre protection. Parce que, Françoise, lorsque vous dites qu'il y a dans ces immigrants pardonnez-moi, des gens qui réussissent exceptionnellement, je ne le dénie pas. Qui réussissent tout court. Oui, mais par rapport... Qui réussissent leur vie. Il y en a par rapport au danger d'une immigration. Alors, vous savez, excusez-moi, moi je comprends que derrière tout ça, il y a l'angoisse identitaire. Ok, je voulais juste dire... réalité je voulais juste dire que la créolisation, elle est de toute façon là. Vous ne savez pas, vos petits-enfants, votre petite-fille, elle épousera peut-être un Indien qui lui-même sera le fils d'un Japonais et d'une Brésilienne. Écoutez, franchement, le délire sur attention, la vieille race blanche, pas un délire. Excusez-moi, la vieille, je termine, les races n'existent pas. La vieille civilisation chrétienne blanche de l'Europe, c'est billevesé, ça n'est pas ça le sujet. Le sujet est que ces migrants, il y a énormément, bien sûr. Est-ce qu'on peut accepter que la Méditerranée devienne un cimetière? Est-ce que ça vous fait plaisir? Elle est un cimetière. Elle est un cimetière. La Manche est en train de devenir un cimetière. On parle d'êtres humains, on parle pas de sous-êtres humains. Je termine également. Ces gens créent des richesses. Mélanie, la grande hypocrite, je connais assez bien l'Italie, elle en régularise 450 000 parce que l'industrie italienne ne peut pas fonctionner sans les migrants que vous payez comme des merdes. Je parle mal. Regardez ce qu'elle a fait baisser. Mais elle a rien fait baisser. Mais on dit pas autre chose. Et donc ça veut dire immigration choisie, intégration réussie. 450 000 régularisés. Vous imaginez si un président de la République faisait ça en France pour permettre aux arboriculteurs, pour permettre aux abattoirs que vous connaissez bien dans l'ouest de la France où on emploie des immigrés justement. Voilà. Donc, Françoise, mais personne ne vous dénie ce propos. Je ne pensais pas à ce fantasme, mais vous pensez... Non, ce que vous décriviez pour le dénoncer, le fantasme de l'homme blanc, mais tout ça. L'extrême droite ne travaille que sur ce fantasme-là. Mais vous pensez vraiment que l'immigration non contrôlée est une chance? Excusez-moi, d'abord arrêtons avec l'immigration contrôlée ou non contrôlée. J'en ai marre de ces chiffres fantasmagoriques. 1 million, 2 millions, vous n'en savez rien, c'est au doigt mouillé. Mais justement, vous-même, vous êtes dans un délire humaniste qui vaut c'est pas un délire humaniste. Excusez-moi, c'est pas un délire humaniste. Vous êtes un grand avocat général. Philippe Bilger, vous acceptez qu'il y ait des embarcations de 200 personnes qui tombent dans... Vous acceptez les conditions. Personne n'accepte ça. Alors arrêtez mais il faudrait peut-être faire la guerre aux passeurs aussi. Mais nous devons faire la guerre à tout. Ah oui, aux passeurs. Je vous dis juste une chose. Les migrations, que vous le vouliez ou pas, sont là. Mais on est d'accord avec ça. Donc, laissez-moi finir. Mais on n'a pas entendu ça. On n'entend que vous. Non, mais on n'entend que moi. Françoise, je voulais juste vous dire quelque chose. Je rebondis sur ce que vous dites en disant on a besoin des migrants pour les machins. Moi, si c'est juste pour leur donner des boulots de merde, je vois pas l'intérêt en fait. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas ce que vous dites. Non, mais est-ce que c'est ça que je dis? Ont une dignité. Dans nos hôpitaux, vous avez énormément de soignants qui sont issus de ces vous n'avez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Je vais vous parler de Mélanie l'hypocrite qui tape sur les migrants et les étrangers. Mais là on est en France, on parle de la France. Mais c'est pareil. Mais elle ne tape pas. Mais c'est exact. Est-ce que laissez-moi finir? Elle s'accorde avec les États. Demandez donc à tous les restaurateurs à Paris, demandez donc aux abattoirs de l'Ouest de la France, je les connais. Mais s'ils prenaient des gens et qu'ils les payaient mieux, ça irait pas. Mais moi, ça irait beaucoup mieux. Il y a près de 2 millions de personnes Vous êtes délirant ou quoi? Vous pensez que moi je défends le fait qu'on paye les gens de 100 €? Une fois qu'on a dit ça, Françoise, on est quand même en droit de dire que l'Europe a besoin de choisir celles et ceux... Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas les bons et les mauvais immigrants. Mais excusez-moi, on doit quand même contrôler aux frontières. Mais quand vous allez au Canada, que vous soyez français, syrien, africain, mais vous plaisantez. Mais écoutez, excusez-moi, mon frère vit au Canada. Vous plaisantez, mais non, vous plaisantez. Il y a une immigration choisie. Salut les amis. C'était bien quand même. C'était bien quand même. Salut Françoise. Si on avait pu entendre, ça aurait été super en plus. On a entendu, je pense. En tout cas, merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Debois, merci ma chère Cécile. Sébastien Ménard, merci Philippe David. Dans un instant, Philippe David ne m'abandonne. Oui. Je vais vous chercher les paquets de Kleenex et les cachets d'antidépresseurs. Dans un instant, on va parler d'un sujet très important. On va vous parler de la contrefaçon des médicaments, des cigarettes, du luxe, des médicaments, de la santé. En tout cas, pour vous dire que c'est
un fléau pour l'enfance et un fléau surtout pour votre santé. Il n'y a pas une contrefaçon des vraies voix au moins? Non, je ne crois pas. Allez. Ça c'est une bonne nouvelle. Je vous retrouve dans un instant, à tout de suite. Premium